Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org à destination des pratiquants de nutrition sans dopage que nous avons créé en septembre 2009 et avec lequel depuis nous avons écrit des milliers d'articles, fait des centaines et des centaines de podcasts ainsi que des vidéos. Et on se retrouve toutes les 2 semaines avec Fabrice pour le Fabrice Show où il va nous partager toute son actualité, toutes ses découvertes. Je rappelle que ce podcast est rendu possible par nos sponsors, c'est-à-dire nous-mêmes, superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé ainsi que vos performances de manière indirecte, ainsi que l'application SP Training que vous pouvez retrouver sur l'App Store et le Play Store qui vous fait un programme personnalisé par rapport à vos disponibilités, vos douleurs, le matériel que vous avez, vos objectifs et qui vous dit également quoi faire à chaque séance en termes de charge, série, répétition et temps de récupération par rapport à nos fameux cycles de progression. Bref, je vous invite à l'essayer. Maintenant, c'est parti pour le Fabrice Show. Fabrice, quelles sont les news de la semaine? J'imagine qu'il n'y a pas d'entraînement. Déjà, ça me fait marrer parce qu'en fait, comme beaucoup de podcasteurs, influenceurs, YouTube et autres zéros sociaux, tu t'es mis devant ta bibliothèque pour faire le gars qui a lu des livres, tu vois? Et en fait, j'en ai lu aucun. J'en ai lu aucun. C'est ça la vérité. J'ai juste acheté pour la décoration et j'ai fait attention que chaque couleur corresponde bien. Ouais, ouais, ouais. Et alors, pour ceux qui savent pas, parce que voilà, moi, je suis dans le secret des dieux. Tous les livres du rayon du dessus, c'est des BD en fait. C'est pas des vrais livres. C'est des Marvel, hein. Donc, on croit qu'il y a Des plein de comics, livres. c'est des comics. C'est des comics, mais il faut enlever toutes les BD si on compte pas les BD. Ok, et je vois qu'en plus, Alors, pour info, c'est seulement les livres. C'est seulement les livres que je garde derrière et j'en ai donné au moins autant. Tous ceux que je lis, que je relis pas, je les donne. bah oui, mais moi, C'est un geste altruiste. je les mets même des fois sur des bancs, moi, les livres. Parce que comme ça avant, dans le temps, je les revendais sur Amazon, puis ça me faisait tellement chier d'aller à la poste qu'au final, ces boîtes à livres où je les mets sur des bancs quand j'ai même pas envie d'aller à la boîte à livres. Anyway. Ouais, alors, sujet. Je prends ma liste Philippe Risoli, qui est là. Et donc j'avais envie de partager une anecdote suite au malencontreux décès de donc c'est une personne qui s'appelait JP là qui faisait des vidéos sur TikTok et puis qui est décédée. T'as peut-être pas trop suivi l'histoire, mais je la rappellerai. Bon, ben en gros, je vais te raconter quelque chose, Rudy. Je ne sais peut-être pas, mais dans les années 2010, quand il y a eu les premiers MOOC, tu te souviens ce que ça veut dire MOOC? Donc c'est massive, online, course. Et puis, il doit nous manquer un mot. Massive Online Course. Bon, bref. En gros, c'est les formations qu'on pouvait faire à distance depuis chez soi avec Internet. Et ça a commencé dans les années 2010 à peu près. Et moi, quand c'est sorti au début, donc j'en avais fait un, c'était HEC Montréal qui avait proposé une formation autour de la finance d'entreprise gratuite. Et donc, bah, je l'avais fait. Donc voilà, il y avait des capsules vidéo, on vous donnait des livres à lire, tout ça, il y avait des petits questionnaires et tout, puis à la fin, tu avais ton petit certificat, voilà, tu as fait ton book, ta formation. Et donc tu apprenais des choses et surtout tu avais un peu accès entre guillemets aux meilleures universités qui proposaient un contenu voilà pour te faire connaître pour la notoriété et tout. Et ça c'est au tout début, c'était dans les années 2010. Et donc en fait, moi j'avais trouvé ça absolument formidable et j'avais peur. Et oui, j'avais peur. La France a peur. J'étais inquiet. Et tu sais pourquoi j'étais inquiet, on dit? Je me suis dit, mais putain, si tout le monde fait ça, il va y avoir une concurrence de fou sur le marché du travail, tu vois. Parce que au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de formations. Tu pouvais apprendre de plus en plus de choses depuis chez toi, avec les meilleurs profs, tu vois. Et j'avais peur. Je me dis, parce que quand à l'époque, je bossais dans l'informatique et déjà, fallait se maintenir un peu à niveau sur l'informatique. Et puis voilà. Et je me disais, mais il va falloir que je passe tous mes week-ends à faire des formations le soir et tout ça pour toujours être au top au niveau du boulot, tu vois. Et en fait, là, on est 15 ans après. Et donc, il y a ce pauvre TikToker qui s'appelle JP qui est décédé. Et j'ai appris qu'en fait, ce type-là, il gagnait sa vie avec deux autres types en se faisant filmer dans un studio. Et l'idée, en fait, c'était de filmer des humiliations en direct. Donc, en gros, je t'explique le principe. T'avais des gens donc ce que j'ai compris, t'avais un truc, recevoir un coup de pied dans le cul, donc c'est 100 balles, voilà, je dis au hasard, hein, j'ai pas regardé. Recevoir une bouteille sur la gueule, c'est 200 balles, etc. Et en fait, les gens, ils envoyaient de l'argent. Et en fait, quand on atteignait la cagnotte, eh ben, ce pauvre JP,
eh ben, ils se prenaient ce qui était infligé. En gros, c'est ce que j'ai compris en lisant ce qui portait du truc. Et du coup, ça m'a fait rire parce que donc moi j'avais peur que les gens deviennent super bons à cause des MOOC, tu vois. Et au final, maintenant, ils regardent des séries, ils regardent TikTok, ils regardent des gens se faire humilier sur TikTok, ils font du swipe sur Tinder, machin chose. Et en réalité, c'est devenu même difficile pour les employeurs de trouver des gens en fait qui simplement arrivent à l'heure, disent bonjour, savent écrire, des choses comme ça, tu vois, extrêmement simples. En réalité, c'est difficile, tu vois. Et je me dis, bah voilà, 15 ans après, ma peur, c'était que tout le monde devienne des grosses bêtes et qu'il faille toujours se former et que c'est plus de week-end parce qu'il faille toujours se former. Et au final, non. Et la plupart des gens, bah, ils ont utilisé leur temps libre et les énormes possibilités qui étaient offertes par Internet. Et des MOOC, ça existe encore, hein. Coursera, edX, il y en a plein, sur plein de sujets, plein de sujets. Tu peux apprendre des langues, tu peux tout faire avec. Et ben au final, non, en réalité, regarde un type se faire humilier sur TikTok et il paye pour ça, Rudy. Je sais pas si tu te rends compte, il paye pour ça. Et donc, voilà. Et alors, pourquoi je parle de ça aussi? C'est parce qu'il y a une étude de la direction, je crois que c'est la direction du Trésor, qui est sortie il y a pas longtemps, où en fait, ils font de la prospective et ils essayent de modéliser en 2060 comment va évoluer le PIB en fonction de ce qu'ils appellent l'économie de l'attention. Donc l'économie de l'attention, tu veux rappeler ce que c'est, Rudy? Que je te donne qu'on ait un échange. L'économie de l'attention, c'est Instagram, Non, YouTube, non, etc. Voilà, oui, toutes les voilà. sociétés qui essayent de capter notre attention avec diverses techniques dont on avait déjà parlé dans un podcast. Et donc, en fait, ils modélisent déjà une détérioration des capacités cognitives et donc une perte de PIB, donc qui est évalué à 1,4 et 2,3 points. Bon, ça, peu importe, ça sera peut-être pas. D'ici 2060, à cause de la détérioration des capacités cognitives liées à l'économie de l'attention. Tu vois? Et donc, même à la direction du Trésor, il y a un type qui a réfléchi à ça, ou peut-être plusieurs, j'ai pas vu le détail de type, tu vois, qui commence à modéliser le truc. Donc, je vous résume pour ceux qui ne comprennent pas bien. En gros, on est en train de modéliser que les gens vont être de plus en plus cons et donc que la productivité au travail va diminuer et donc que ça va perdre du PIB. Et donc, je ramène à mon truc où moi, en 2010, j'avais peur que tout le monde devienne des bêtes à cause des MOOC. Mais non, on est en 2025 et en fait, ce qu'on modélise, c'est que les gens sont de plus en plus cons. C'est incroyable quand même, hein. Franchement, c'est incroyable. Et donc, voilà où j'en suis. Ouais, Alors, pour la ouais, question, après, ouais, attends, je rebondis rapidement là-dessus, dans le sens où, bah, tu sais, pareil, avant, quand j'écrivais des articles, je gardais toujours un peu de marge sur ce que je partageais. Je me disais, bon, bah, surtout, dis pas tout, tu dis des choses, tu attises un peu la curiosité, mais si tu donnes tout, bah, tout le monde va tout savoir et puis finalement, bah, il y a plus de boulot, tu vois? Et c'était une discussion que j'avais avec d'autres personnes qui écrivaient des articles, faisaient des vidéos, tout ça. Et puis finalement, aujourd'hui, bah, quand je fais un article, donc mes très, très longs articles, que pas grand monde ne lit, je pense, et ben, en fait, je mets vraiment tout. Vraiment, c'est un article pour moi, où je mets le paquet, je mets le paquet, je mets le paquet. Ce que je mets pas, c'est la pratique parce que bon, comme c'est gratuit, je veux pas non plus, faire des vidéos, du montage, faire plein de photos exprès, voilà. Mais sur toute la théorie, en fait, je donne vraiment tout, de tout, de tout, de tout. Après, je fais une petite mise en pratique, mais assez rapide parce qu'aujourd'hui, je sais que comme tu parles d'économie d'attention, en fait, il y a très, très peu de personnes qui vont lire l'article jusqu'au bout. Parce que quand c'est un article, je donne un exemple, j'écris entre 30 et 50 pages, en fait, en équivalent Word pour un article, bah, je sais que pas grand monde va le lire. Les gens vont l'ouvrir et vont dire: «Ah mais il est bien cet article», mais en fait, ils vont lire 5 ou 10 minutes et ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à tout donner. Je m'en fous de tout donner parce que je sais que la plupart des gens, de toute façon, vont pas, vont pas tout lire, vont pas prendre le temps de le relire pour tout comprendre, vont en plus pas tester et donc, comme toi au début, bah, j'avais peur de tout donner. Maintenant, bah, plus du tout. Voilà. et ouais, je voulais dire un autre truc. Alors, ce que je dis quand même est pas tout à fait vrai, c'est que ceux par contre qu'on les croit, les jeunes qui n'en veut et qui du coup ont accès à plein de ressources, et ben ceux-là, on sent que ils sont bons et ils sont plus complets entre guillemets qu'on pouvait l'être quel que soit le sujet parce que ils ont les moyens de se former et de devenir très très bons. Donc en fait, les bons deviennent ultra bons et puis ben les mauvais, il y a pas de les mauvais ils deviennent plus mauvais. Voilà, à cause de TikTok.
Et alors, pour l'anecdote, moi qui étais si enthousiaste aussi des MOOC, est-ce que finalement, par la suite, je me suis mis à en faire des dizaines, etc., et de devenir un hyper guerrier du MOOC, voilà, qui sait plein de choses. Et ben en fait, pas du tout. Et pourquoi? Parce que j'en avais marre derrière l'ordi, en fait. C'est ça le problème des MOOC, c'était encore derrière l'ordi. Donc au final, prendre l'exemple de mon italien, que je continue à apprendre d'ailleurs, l'italien. Et ben au final, je préfère avoir un papier, un crayon et rechercher les mots au dictionnaire, donc quitte à perdre du temps, que d'aller tapoter sur l'ordi des trucs parce que j'en ai marre d'être derrière l'ordi. Mais donc voilà, dans le principe, les MOOC c'est génial, mais t'es encore derrière l'ordi et du coup ça fait chier. Donc du coup, voilà, je préfère les bouquins, comme dans le temps, on va dire. Voilà. Donc c'était pour Ah ouais, ouais. ce Bah, écoute, sujet-là. moi, c'est pareil. C'est pareil, hein, j'ai fait pas mal de formations en ligne, donc que j'ai suivies sur des sujets qui m'intéressaient. Et c'est vrai que j'en ai pas fait des tonnes et des tonnes parce qu'à chaque fois, en fait, faut rester derrière l'ordinateur. Et des fois, c'est des longues formations. Tu dis bon bah, effectivement, j'en ai pour mon argent, pour plusieurs centaines d'euros. Tu dis bon bah, vraiment, ça vaut le coup. Et après, tu dis mais en fait, il y en a pour, il y en a pour 30 heures ou 40 heures des fois de contenu. Tu dis bon bah, faut les passer. Surtout que je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais j'apprends beaucoup mieux quand je suis en train de marcher en même temps ou c'est une des raisons pour lesquelles aussi on fait des podcasts pour essayer de partager bah, des réponses aux questions que vous pouvez poser sur les forums Superphysique, où nous vous partagez notre actualité pour vous donner le sourire. Mais ouais, ouais, c'est un drôle de monde et c'est encore une fois ce que tu montres, bah, c'est la polarisation. Soit tu deviens très 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 bon, soit tu deviens très très nul, mais il y a plus le très moyen quoi. Mhm. Il y a plus le moyen. Ok. Voilà. Alors après, j'ai un autre sujet. Régulièrement, je me fais chambrer parce qu'on imagine que je suis devenu un mou du genou. Parce que voilà, maintenant, j'évite certains étirements si ça va me faire trop mal ou voilà, je fais plus de muscu barré haltère, etc. Et il y en a peut-être qui pensent que je fais plus rien, mais c'est pas vrai. En fait, je suis même plus actif qu'avant. Mais effectivement, je fais plus d'activité intensive du tout parce que j'ai peur de me niquer. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai priorité les choses. Et quand j'ai eu mon accident de dos, ceux qui me suivent depuis un moment, ça commence à dater, c'était il y a 2, 3 ans. Et bien, pendant la première période de convalescence, c'est-à-dire les toutes premières semaines, paradoxalement, je m'ennuyais pas parce que je pouvais marcher. Et donc, il m'est arrivé des fois de marcher 4 heures dans la journée, notamment parce que mon kiné, il était à 11 kilomètres, mon kiné pour le gros orteil. Et donc, du coup, j'y allais parfois l'aller-retour à pied, et voilà, ça m'occupait pas mal, et j'étais de bonne humeur et j'étais très content. Et donc, je me suis rendu compte à cet épisode-là que finalement, marcher, c'était bien. Et à l'inverse, quand après j'ai eu des problèmes de genoux quelques mois après, là, quand j'avais eu le syndrome fémoro-patellaire, où je pouvais plus marcher vraiment, et ben là, paradoxalement, j'étais un peu déprimé. Parce que voilà, ça comptait pour moi de pouvoir marcher et d'être dehors. Et donc, je me suis dit, ce qui est vraiment important pour moi, c'est déjà d'être capable de marcher. C'est ça qui me procure le plus de bonheur. Et si je le perds, je l'ai dans l'os. Et donc, moralité, maintenant, comme je fais des choix un petit peu d'entraînement ou des choses, eh ben, j'essaie de faire en sorte que la priorité soit d'être capable de marcher. Et donc, dans mon entraînement culture physique, eh ben, par exemple, voilà, je travaille le genou sur plusieurs angles, comme on a déjà dit. Voilà, on travaille, on écarte la jambe sur le côté, on fait le quadriceps, on fait l'ischio, etc. Pour renforcer le genou sous tous les angles, parce que qui peut empêcher de marcher, d'avoir mal au genou. Et notamment ceux qui font de la rando ou du trail, souvent ils se niquent les genoux en faisant des descentes. Donc c'est pour ça que les descentes, si je fais de la rando, je les fais au bâton pour ménager le genou. Et du trail, qui est de la rando en courant, j'en fais pas parce que ça, c'est un super truc pour se niquer le genou, le trail. Et après, si je me nique le genou, je pourrais plus marcher. Donc le trail, je l'enlève. Voilà. Et donc, ça me paraît comment excessif peut-être comme terme de prudence, mais c'est facile de se niquer. Et je voulais du coup passer à mon anecdote suivante. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast qui s'appelle Guillaume, si je me mélange pas, vu que je suis en contact avec pas mal de gens. Guillaume, il a eu le même problème que moi au dos et il a été opéré comme moi au dos au début de l'année. Donc il pouvait plus relever le pied, tout ça. Il a fait sa rééducation et en fait, il s'est refait mal au dos, pauvre Guillaume. Et donc lui, il pense que c'est peut-être parce que sa rééducation a été trop agressive. Et mais en attendant, voilà, moi mon dos, il est guéri, donc j'ai eu de la chance peut-être. Mais lui, malheureusement, 8 mois plus tard, il s'est refait mal au dos et du coup, il n'a pas le sourire parce que c'est reparti pour la galère.
En gros, donc, il a récupéré une nouvelle hernie discale en dessous de là où il a déjà été opéré. Et donc, il a des symptômes de paresthésie. Donc, c'est les fourmis dans les pieds, tout ça. Enfin, bref. Et peut-être, d'après lui, que c'est parce que chez le kiné, à un moment donné, il a fait des mouvements de squat gobelet avec haltère, alors que pour lui, il n'était pas prêt pour faire ça, etc. Enfin, bref, on saura pas. C'est sans doute un mélange de plein de choses. Il y a aussi un pourcentage de récidive, malheureusement, quand on est opéré du dos. Mais tout ça pour dire que bah, même quand on a été blessé et puis quand on est opéré après, bah, on touche du bois de pas se niquer. Parce que même si Rudy met toujours en avant le fait qu'on peut faire de la prévention, de la post-ab, de la pré-ab, etc., ben, il y a quand même des fois du pas de bol et on touche toujours un petit peu du bois, particulièrement quand on a déjà eu un gros problème, quoi, parce qu'il y a des risques de récidive. Et ce que je voulais dire à propos des kinés, et où tu veux parler, Rudy? Que je n'hésite pas à parler, Oui, hein. je voulais prendre la Ouais, parole. ouais, on dirait que t'oses Je plus veux me prendre la couper. parole. On dirait que t'oses plus me couper de peur que la qualité sonore soit mauvaise. Mais vas-y, viens. C'est signe, tu vois. J'enlèverai la main, j'enlèverai la main. Vas-y, lève-la. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on a une douleur ou qu'on a une pathologie, on s'imagine pas qu'on aura des séquelles. Parce qu'on voit ceux qui sont sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, disent: «Ah bah oui, il y a une vidéo, j'ai mal au coude, ah voilà ce qu'il faut faire. J'ai mal au dos, voilà ce qu'il faut faire». Et en théorie, bah, c'est toujours, super. En théorie, bah oui, si vous faites ça, vous n'aurez jamais mal. Et on s'est rendu compte, qu'il moi, beaucoup sur moi et sur beaucoup de gens qui viennent me voir pour, les coachings premium à Annecy, bah, en fait, que des fois, tu avais l'impression de tout bien faire, mais que tu avais quand même, des douleurs qui restaient ou tu avais, des pathologies qui restaient. Parce qu'en fait, c'est pas une science exacte. On est encore très, très loin de comprendre comment le corps humain fonctionne, globalement. Et donc à chaque fois, on se dit: «Bah oui, tu as mal au dos, bah OK, il suffit, de travailler les abdos, de faire de l'antirotation, faire ci, ça et voilà, ça va te protéger». C'est partiellement vrai, mais c'est pas complètement vrai parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas maîtriser et c'est comme quand on dit, voilà, faut être très progressif, comme j'en avais parlé dans le guide ultime du renforcement musculaire sur, rudykoya.com. La progressivité, c'est une belle histoire, en fait. On dit, par exemple, en course à pied, si tu rajoutes 10 par semaine, tout va bien. Ça sort d'un chapeau, en fait, hein, 10. Il y en a pour qui ce sera 1, d'autres pour qui ce sera 20 et après on dit: «Bah, voilà, c'est 10 la moyenne». Mais ça signifie absolument rien parce que la moyenne, elle ne concerne absolument personne et c'est pour ça que dans la philosophie qu'on défend aujourd'hui avec Superphysique, c'est mieux vaut être trop prudent que pas assez prudent parce que, on sait jamais comment la douleur va s'installer et surtout quand elle va partir, même avec tous les efforts du monde, avec la meilleure compréhension du monde. Est-ce que ça va partir ou pas? Avec une opération ou autre? On n'en a aucune idée. On essaye de rationaliser et de donner des pistes, qu'on peut lire à droite et à gauche par lesquelles, moi personnellement j'investis beaucoup, mais il y a aucune certitude que, ça se passe bien et en plus, Fabrice parlait des séquelles, la meilleure façon de se blesser, c'est d'avoir déjà été blessé au même endroit. Faut le dire, hein, on revient jamais neuf d'une blessure, même une petite blessure, il y a toujours une séquelle. C'est pour ça que, en théorie, quand on regarde les réseaux, oui, voilà, c'est sûr, non, non, c'est ce qui va se passer. Mais en fait, il y a aucune garantie de rien. Donc mieux vaut trop de prudence que pas assez de prudence. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, j'en suis malheureusement un bon Ah, exemple moi, j'y arrive à peu régulièrement. près maintenant. Mais, bah, ouais, mais tu es un peu plus vieux, c'est pour ça. Moi, la semaine dernière, bah, je faisais un truc et puis ça m'a tiré un peu l'épaule. Je dis: «Ah bah, allez, je continue, je continue». Puis après, je dis: «Ah merde, bah, j'ai mal à l'épaule maintenant». Je dis: «Putain, le con, j'aurais pas dû tirer dessus, ça me tirait, j'aurais dû arrêter et ça aurait été direct». Donc c'est pour ça qu'il faut dire, mieux vaut être trop prudent que pas assez et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on se dit: «Ah bah non, mais de toute façon, il y a une solution pour tout». Et non, il y a il y a pas une solution pour tout. Il y a des idées de solutions, mais c'est pas dit qu'elles marchent. Voilà. Ouais. Et du coup, je reboucle sur les kinés, mais j'en avais déjà parlé. Mais j'ai l'impression quand même que les kinés modernes, parfois, ils ont un peu tendance à être coach muscu ou coach de gym. C'est-à-dire j'ai l'impression d'être passé d'un extrême à l'autre. Donc avant, tu avais les vieux kinés de la vieille où on faisait pas toujours grand-chose dans leur cabinet, où ils prenaient 5 patients en même temps et éventuellement, quand tu avais du travail musculaire à faire en rééducation, ils mettaient deux, trois câbles dans leur grillage, ils attachaient un petit sac de poids au bout et puis tu faisais des petits mouvements, voilà, des leg extensions, des leg curls à la corde, etc. Ça, c'était comme ça dans le temps. Et maintenant, les kinés modernes, la jeune génération, là, ben, comme là, dans le cadre de la rééducation de Guillaume, tu vois, ils lui ont fait faire, au bout d'un moment de la rééducation, du squat gobelet avec haltère.
exercice que moi je ne fais même pas là, 3 ans après mon truc au dos parce que j'ai pas envie de me niquer. Et que lui n'avait jamais fait de sa vie auparavant parce qu'en fait, lui, il faisait même pas de muscu, parce que j'ai compris, il faisait plutôt du foot et tout ça. Mais c'est dans le cadre de sa rééducation de kiné que on lui a dit de faire ça. Et pour moi, c'est complètement excessif ce truc-là. Et pour avoir discuté avec un kiné, un vieux de la vieille, qui a son cabinet de kiné, avec en plus des d'autres kinés dans son équipe, eh bien, il constate bien que les jeunes kinés, voilà, j'ai envie de te transformer en crossfitter, alors que toi, ce que tu voulais, c'était juste ne pas avoir mal au dos, ne plus avoir mal au dos, pouvoir vivre ta vie de tous les jours et éventuellement, voilà, faire ta passion sportive. Mais t'avais pas nécessairement envie de, voilà, de faire du renfort de tous les côtés si c'était pas nécessaire pour ton truc, quoi. Et, et du coup, voilà, je te demandais ton avis là-dessus. Et sachant que j'écoute aussi ponctuellement les podcasts de Training Therapy, d'ailleurs, si jamais ils écoutent aussi le mien, coucou Training Therapy. Effectivement, je vois bien qu'ils, voilà, ils s'y connaissent pas mal en trucs de muscu et tout, puis ils sont très dans cette logique-là, muscu, renfo, tout ça. Dernièrement, il y avait un épisode, c'était le débat sur le Nordic curl ou le sprint Ah pour oui? se Ouais. rééduquer d'une blessure à l'ischio-jambier, alors qu'en fait, après, ils n'avaient pas indiqué si c'était un public vraiment sportif ou quoi qui était concerné par le truc. Mais pour moi, un kiné vieux de la vieille, c'était ni sprint ni Nordic curl, hein. C'était la petite poulie, tu mettais un câble derrière ta cheville, tu faisais, j'imagine très bien le traitement avant, ça aurait été un peu d'électro derrière l'ischio. Ensuite, tu faisais un peu de leg curl avec une poulie attachée à ton pied en étant assis, et éventuellement un peu de vélo, puis ça aurait été ça la rééducation avant, hein. Tu me corrigeras, Rudy. Mais pour moi, c'était ça. En tout cas, chez ceux qui n'étaient pas hyper sportifs. Alors que là, Nordic curl en excentrique, machin, enfin, tu vois, ça va loin, quoi. Et j'ai l'impression que chez Training Therapy, par exemple, bah, ils sont plus dans ce que j'appellerais les kinés modernes, où voilà, on te met de l'intensification et du mouvement dans ta guérison, quoi. Donc, est-ce que tu as un avis là-dessus? Ah bah voilà, tu vois. Ouais, bah, en fait, bon, bah, je connais un peu Thomas et un peu, sa philosophie, même si pas parfaitement. Mais, en fait, quand tu fais du renforcement musculaire dans tous les sens, bah, tu as moins de chances de te reblesser. Mais comme tu l'as dit, il faut savoir mettre du contexte. C'est, quelle activité je souhaite faire et jusqu'à quel point je vais être renforcé pour, réduire mon risque de blessure et c'est vrai que parfois, bah, ça va un peu loin. Heu, alors après, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Voilà, la plupart du temps, ça marche. J'avais eu un truc à l'épaule il y a peut-être 3 ans avec le kayak, tout ça et Thomas m'avait suivi, je lui avais demandé un peu son aide. Mais c'est vrai que, bah, tous les jours, je faisais, 45 minutes d'exercice pour les épaules dans tous les sens, de la rotation interne, de la rotation externe, de la rotation, comment? Thoracique, il y avait du travail du cou. Bon bref, il y avait la totale et c'est sûr que, bah, au bout de, je sais plus, c'était 6 ou 8 semaines, bah, j'avais plus mal. Voilà, mais ça m'avait demandé un travail très important parce que je voulais faire du kayak à fond, je voulais m'entraîner à fond, je voulais pouvoir tirer sur la pagaie, comme un fou. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, en fonction de ce qu'ils veulent faire, bah, souvent il y a pas besoin d'aller si loin. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, bah, les gens qui font appel à, un kiné comme, Thomas, comme, ou les kinés de training thérapie, en fait, souvent, c'est des ultra sportifs. On le disait, les gens s'entraînent vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Avant, tu faisais 3 ou 4 séances de muscu, tu étais considéré comme sportif. Maintenant, 3 ou 4 séances de muscu par semaine, tu es sportif sédentaire, tu culpabilises de pas faire de cardio. Donc en fait, tu fais, 3 ou 4 muscu, plus 2 ou 3 cardio, puis après tu fais encore des étirements et tu fais tellement de trucs que finalement ton corps, quoi qu'on en dise, il est pas fait pour, supporter autant de contraintes. Oui, là, Il tu est pas fait parles pour de ceux supporter qui autant sont d'intensité. polarisés dans l'autre sens, hein, Rudy, précise bien. Là, quand tu dis, tu généralises, Oui, oui, mais oui, tu bien sûr, bien parles sûr, de bien la sûr. polarisation dans Exactement, le sens là-bas, hein, pas. exactement. Exactement, dans l'autre sens. Donc tu vois? Donc d'un côté, il y a ceux comme, a priori, Guillaume qui faisait pas vraiment de sport de ce que je comprends et qui lui avait juste besoin d'un petit renfort, très léger et ça aurait suffi pour sa vie de tous les jours, vu qu'il avait pas besoin de faire, autre chose. Et d'autres à l'inverse et c'est pour ça que Thomas fait du contenu et c'est un peu, sa cible avec Training Therapy, c'est des vrais sportifs qui s'entraînent déjà trop, beaucoup trop et qui veulent supporter des contraintes pour lesquelles le corps n'est pas fait et donc qui essayent malgré tout de pouvoir les subir sans subir les effets néfastes qu'ils vont subir de toute façon à un moment, parce que tu peux pas, tenir indéfiniment des rythmes, intenables. Donc il y a quand même un contexte à mettre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce manque de recul,
Là, comme tu décris par rapport à Guillaume, alors après, j'ai pas tous les éléments, mais c'est vrai que la kiné a beaucoup changé. En tout cas, de ce qu'on voit sur les réseaux, c'est beaucoup de kinés, très, très, très actifs et comme tu dis, j'ai bien aimé, ce que tu disais, on veut faire de tout le monde des crossfitters. Bah, oui, c'est un peu ça malheureusement. On veut faire de toi un athlète fonctionnel alors que déjà ne pas avoir mal, c'est la base et après on verra si on fait, plus ou pas en fonction de ses objectifs. Tout en sachant que plus tu mets de contraintes, bah, plus il y a de risques de te blesser, quoi. C'est pour ça qu'on dit que le sprint, c'est le meilleur moyen de renforcer ses ischios, mais c'est surtout le meilleur moyen de défoncer un ischio, Ah hein, bah, moi, je sprinte pas, hein. Ça fait c'est ça. longtemps que j'ai pas couru, je vais Voilà. pas sprinter, hein. Si je loupe le bus, Alors il la y a un dernière bus, fois je le loupe, hein. alors la dernière fois, c'était une blague, je vais pas citer, mais il y en a qui reconnaîtront, j'étais avec un pote au téléphone et je lui dis: «Tiens, mais tu fais toujours des coups de pied sautés?» Il me dit: «Ah, tu fou!» Il me dit: «J'ai trop peur de me claquer». Ah ouais, ah ouais, je comprends. Ah, moi aussi je comprends. Mais c'est juste que quand tu as 20 ans, jamais tu penses à ça, mais avec les années, tu sens que c'est plus tu peux vite te péter, quoi. Tu supportes beaucoup moins les contraintes et on en parlait avec Clément, je sais pas si tu avais écouté le podcast il y a quelques semaines, où Clément, il prépare un Irox, il s'est mis à courir, courir, courir et donc il fait du renfort sans arrêt, tout ça et il s'est rendu compte qu'à force de courir, je crois 3-4 fois par semaine, mais il commençait à avoir mal aux genoux. Donc il s'est acheté d'autres chaussures, plus amortissantes pour avoir moins mal aux genoux. Il a rajouté du renfort en course à pied. Tout ça, ce serait pas arrivé s'il courait 2 fois par semaine tranquille. Mais comme il veut préparer une compétition et qu'il veut forcer, bah, il se rend compte qu'en fait, comme je le dis souvent malheureusement, vu que je le fais, mais en fait, on n'est pas renforcé pour beaucoup de choses, quoi. En fait, il faut sans arrêt se renforcer dès que tu veux faire une activité, un peu plus intense, quoi. C'est fini le temps, de la vingtaine où tu es renforcé pour tout sans rien faire, du moins quand on faisait du sport, jeune. Maintenant, tu es obligé de te renforcer avant de faire l'activité. Ça passe plus, plus tout seul, quoi. C'est fini, quoi. Ok. Et donc, il y avait un autre sujet aussi que je voulais continuer à aborder dans cette histoire de kiné. Il y a aussi, même au niveau des je vais appeler ça protocole, qui sont proposés par les chirurgiens après une opération, et ben on peut avoir des différences. Et donc j'en discutais aussi avec ce kiné qui a la cinquantaine. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été opéré du dos, la stratégie qui était recommandée par le chirurgien, c'était que pendant 6 semaines, je devais rien faire du tout avec mon dos, et ensuite seulement commencer une rééducation. Par contre, j'avais le droit de marcher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a d'autres chirurgiens où en fait que quasiment dès le lendemain de l'opération, on te commence à te faire un petit peu du pont fessier. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour donner. En gros, on te fait déjà faire une début de rééducation juste après l'opération. Et il y a la même stratégie, par exemple, pour les genoux. Il y en a où ils vont t'opérer du genou et très rapidement, on va te dire, tu dois bouger ton genou et tout ça. Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire, pendant 3 semaines, tu fais rien, ou pendant 6 semaines, tu fais rien, etc. Enfin, quand je dis que tu fais rien, c'est tu fais rien de spécifique pour ton genou. Tu le laisses se reposer. Et donc, le chirurgien, moi, qui m'avait opéré, et du coup, son équipe de kiné, si on va dire que c'était pas les kinés avec qui il travaillait, il disait, si tu commences trop tôt sur ton dos, il y a un risque que ça cicatrise pas bien et que tu augmentes ta probabilité de récidive. Donc, eux, c'était pendant 6 semaines, tu laisses reposer et après, tu t'y mets. Même si peut-être qu'au bout de 6 semaines, ce sera un peu plus dur de se remettre en route, mais au moins, tu as moins de risques de récidive. Mais il y a d'autres chirurgiens qui ont d'autres stratégies. Et ce que m'a expliqué le kiné, c'est qu'il y a parfois les chirurgiens qui se poussent la bourre, parce que du coup, un chirurgien qui te fait reprendre ta rééducation très rapidement, après il peut dire, oui, regardez celui-là, je l'ai opéré du genou et 2 semaines après, il remarche. Mais après, on te dit pas que ça se trouve, il y a peut-être un taux de récidive qui est plus élevé sur celui qui s'est remis à marcher depuis 2 semaines, tu vois. Et du coup, moi, je n'ai pas la réponse de ce truc-là, mais je constate que, pareil, il y a eu une évolution où peut-être qu'avant, on t'aurait dit pendant 2, 3 mois, tu fais rien, tu prends tout ton temps. Après, c'est pendant 6 semaines, tu fais rien. Et puis maintenant, tu vois, il y en a qui te disent au bout de 2 jours, il faut y aller. Donc c'est pareil, il y a un espèce de changement, voilà. Et donc, du coup, je sais pas où placer la balle là-dedans, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des stratégies qui sont différentes, même à l'heure actuelle, et que nous, ben, on est bien peu de choses quand on a mal à un endroit puis qu'on a été opéré, tu vois, qui c'est qu'il faut écouter, tout ça. Et quand je m'étais fait opérer du dos, j'avais regardé sur Internet, j'étais allé sur différents sites, des cliniques et tout ça, pour voir ce qu'ils proposaient. Et par exemple, un autre point d'accrochage, c'était la ceinture qu'on met la ceinture de maintien là, où il y en avait qui étaient anti-ceinture de maintien, sauf pour prendre la voiture. Voilà, par exemple, quelques semaines après. D'autres, parce qu'ils disaient que ça allait affaiblir les muscles du dos, les abdos, etc. D'autres qui disaient que la ceinture de maintien, c'était fait pour, si tu la mettais pas tout le temps, ça allait, etc. Bah, tu vois, il y avait encore une stratégie différente. Et bah, toi, t'es là et tu sais pas trop quoi faire. Et puis, bah, tu tries pour pas te niquer. Donc, l'histoire de Guillaume,
que vraiment je compatis beaucoup. Moi, j'ai du bol, tout va bien, mais voilà, ça aurait pu peut-être mal tourner quand à un moment donné, j'avais choisi un très mauvais kiné pour ma rééducation, qui m'a, j'avais récupéré plein de douleurs, et heureusement qu'ils sont partis, quoi. Ouais. Non, mais là, j'ai fini. Je t'ai rendu la parole, Rudy. Ah mais c'est assez vrai malheureusement qu'aujourd'hui, tant qu'on n'est pas confronté à un problème, soi-même, bah, on est il y a plein d'experts qui vont te dire: «Bah, voilà, si tu as ce problème-là, tu fais ci, ce problème-là, tu fais ça», tout ça et en fait, quand tu es vraiment confronté au problème, bah, là, tu te rends compte qu'il y a pas de règle. Il y a pas une vérité. Il y a plein de possibles pistes à suivre et il y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. Je reprends toujours que l'exemple des études, parce qu'il y a plein de personnes qui aiment bien se baser sur les études scientifiques, mais quand on donne une moyenne, on dit: «Bah, voilà, en faisant je prends un exemple à la con, en remobilisant le dos 2 semaines après l'opération et bah, il y a un taux de récidive, moindre à X semaines». Bah, peut-être, mais c'est une moyenne. Il y en a qui ont récidivé, d'autres n'ont pas du tout récidivé, d'autres, ils ont des petites douleurs, mais ils disent que c'est rien et puis voilà et on fait une moyenne de tout ça et on dit: «Voilà la nouvelle règle». Cette nouvelle règle, en fait, personne n'en sait rien et je parle de ça parce que sur, mes genoux où j'ai des petites douleurs de temps en temps, heu, donc pour avoir consulté plein de spécialistes, des copains vraiment qui sont assez experts quand même, dans le domaine, hein. Bah, en fait, à chaque fois, ils me donnent des protocoles à tester et je dis: «Non, ça marche pas, ça marche pas» et en fait, à la fin, bon, j'en arrive toujours, à la même, conclusion, c'est qu'il faut s'écouter. Tu sais très bien ce qui te fait du bien, tu sais très bien ce qui te fait du mal. Si tu as vraiment très, très mal, tu dis: «Bon, bah, je vais pas aller jusqu'à forcer comme un con, même si c'est a priori ce qu'il faut faire». C'est juste un a priori de ce qu'il faut faire, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire et j'en reviens toujours à ce truc-là de se dire, écoute-toi, fais des tests, vois ce qui te soulage, qu'est-ce qui te soulage pas, qu'est-ce qui te fait du bien et après vas-y progressivement parce que de toute façon, même si tout à l'heure je critiquais la progressivité, elle existe quand même. C'est juste que la progressivité, bah, en fait, si tu t'écoutes, tu vas la trouver et si tu t'écoutes pas et que tu écoutes des règles un peu à la con, bah, tu vas, pas la trouver et tu vas sans doute te récidiver. Donc la règle, c'est qu'il y a pas de règle. Voilà, c'est ça ma conclusion, après, toutes ces recherches, que je fais depuis toujours. Ok, je précise, j'ai rien contre Trading Therapy, pas du tout, hein. En fait, je l'ai cité juste comme exemple de kiné que je qualifiais de moderne, hein. Je critiquais pas du tout leur truc. D'ailleurs, j'écoute le podcast, donc c'est pas pour critiquer. Ok. Alors maintenant, oui, parce qu'avec Rudy qui déforme les propos des gens. Rudy, je voulais faire un follow-up sur ton article sur le guide ultime de la mort, Super Saiyan sur le tendon. Parce qu'effectivement, il y a des gens apparemment. Alors le guide ultime du tendon, tu veux? Parce qu'il y en a plein de guides ultimes maintenant. Ouais, ouais, le guide ultime de tendon. C'est ce que je viens de dire. Parce que, effectivement, ceux qui ont lu ton guide, qui a été mon cas, ils pouvaient penser qu'en fait, tous les problèmes de tendon ne se résolvaient avec l'isométrie et seulement avec l'isométrie. Alors que dans la dernière interview que tu as fait, redis-moi son prénom et son nom, parce que j'ai pas de mémoire pour ça. Avec Valentin qui nous écoute, j'espère, qui donne Voilà. cours au CQP Annecy qui démarre lundi, Fabrice. Bon, je sais pas si c'était celui-là, je me souviens plus. Bref, il a bien réexpliqué que il y avait tout un continuum dans le renforcement du tendon. On commençait par l'isométrie, après on faisait du positif, du négatif, etc. Et donc l'isométrie n'était pas non plus l'alpha et l'oméga du tendon. Et donc je voulais revenir dans ce podcast, te redonner la parole sur ce sujet et voir si tu avais peut-être un peu revu ton article pour qu'il soit un peu plus pédagogique ou voilà que tu reclarifies les choses. Est-ce qu'on est condamné à faire de l'isométrie pour avoir des tendons qui tiennent la route ou est-ce que c'est que le début de la rééducation ou le début du maintien, etc. Redonne les choses là-dessus, Rudy. Que je crois que tu as créé un peu de confusion Al al auprès des gens. alors c'est pour ça, c'est très intéressant ce que tu dis et ça reprend en partie le problème que j'ai soulevé tout à l'heure, qui est pas un problème, c'est qu'en fait, si on lit l'article et qu'on se contente pas des vidéos, il y a tout dans les articles en exemple. Des exemples de répartition, par exemple dans le guide ultime du tendon qu'on a coécrit avec Valentin, il y a des exemples de répartition de sollicitations conjonctives à faire sur la semaine pour justement entraîner toutes les composantes du tendon. Je rappelle qu'un tendon, il a une partie qu'on va dire qui est compliante, qui doit être un peu élastique, un peu molle pour absorber. On dit que ça, normalement, c'est un peu le corps du tendon qui doit être comme ça. Et on a une certaine raideur. La raideur, c'est souvent proche des insertions, c'est l'anthèse. Ça doit être très raide, ça doit être capable d'encaisser une déformation et de la renvoyer, tu vois. Vraiment, ça doit être ça. Et en fait, en fonction du type d'effort qu'on fait, on va travailler plus ou moins cette élasticité, cette compliance, donc cette capacité à absorber et à pas trop renvoyer, mais qui nous permet voilà, d'absorber. C'est ce qu'on appelle
la qualité du tendon, la qualité conjonctive, c'est comme ça on caricature. Et via d'autres efforts, on va plus travailler la raideur. En gros, on pourrait dire que plus le mouvement est lent et isométrique, par exemple, plus on travaille cette compliance. Si on arrête complètement l'isométrie, qu'on n'en fait plus du tout, qu'on fait plus du tout de mouvements très lents, comme des mouvements très lents sur la phase excentrique en retenant par exemple 5 ou 6 secondes et en cumulant un bon 45 secondes de temps sous tension, on va perdre en qualité conjonctive. On perd cette compliance. Surtout si on fait de la musculation comme nous, on a toujours fait, et qu'on recommande toujours dans une optique de prise de muscle, mais qui, dans une optique longévité qui peut se discuter, avec nos connaissances actuelles, ou si on fait que de l'explosivité, en fait, plus on est rapide, plus on va travailler cette composante, raideur du tendon, cette capacité à renvoyer. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité du tendon, la capacité à renvoyer, la capacité conjonctive. Or, ces 2 types d'efforts, ces efforts explosifs et ces efforts très lents, voire cette absence de mouvement avec l'isométrie, sont complémentaires. Si je ne fais que du rapide, je perds en qualité conjonctive, donc je perds cette compliance, cette élasticité, qui me permet, voilà, d'absorber et qui est le prérequis pour avoir les capacités. Et si je ne fais que du lent, voilà, je contrôle bien mes mouvements, vraiment j'ai un temps sous tension très important, je fais un peu d'isométrie, bah, j'ai plus de chances de me faire mal à un moment où je vais accélérer. Si, on reprend le sprint, si demain je fais du sprint et qu'en fait je me suis toujours entraîné très lentement, j'ai fait de l'isométrie, j'ai fait du super lent en muscu, tout ça et que je fais un sprint, bah, c'est normal de te niquer. Si, je travaille bien ces 2 composants du tendon et qu'à un moment, heu, je ne fais plus une seule des composantes, c'est-à-dire juste la raideur, on fait que de l'explosif, de l'explosif, de l'explosif, ben, à un moment, je vais plus pouvoir encaisser cette explosivité, cette contrainte parce que j'ai plus cette compliance, cette part de compliance dans le tendon et c'est là qu'on voit, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la règle c'est pas de règle, parce que si tu fais un sport très explosif comme, du sprint, voilà, et je reprends le sprint ou, du saut en hauteur ou n'importe, les trucs ou du triple saut, encore pire, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Bah, là, il faut le plus de raideur possible dans les tendons pour vraiment emmagasiner de l'énergie élastique, selon le schéma de Hill pour ceux qui ont vu dans les articles, pour vraiment renvoyer. Mais si tu retravailles jamais, tu fais jamais ton isométrie pour, on pourrait dire, relâcher tes tendons, pour les aider à récupérer, bah, en fait, c'est comme ça que tu te pètes, alors d'un côté, tu es hyper performant, mais tu es aussi beaucoup plus sensible à la douleur. C'est pour ça que l'isométrie, dans le concept de la douleur, c'est très intéressant parce que, même si c'est un peu exagéré, ça endort un peu les récepteurs à la douleur. Parce que c'est la première étape pour avoir ce remodelage de collagène, cette compliance nécessaire pour développer le reste, où on dit qu'il faut cumuler à peu près 3 minutes de temps sous tension quand on a une pathologie. Sinon 45 secondes suffit à entretenir, donc 45 secondes d'isométrie en fin de séance peut suffire sur un exercice qu'on a fait, bref, je rentre pas trop dans les détails. Sur la pathologie, il faut aller jusqu'à 3 minutes, donc souvent c'est 4 ou 5 fois 45 secondes, sur lesquelles on va charger et progressivement partir d'une position raccourcie à une position étirée. Si on a vraiment très mal, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faut s'écouter, hein. Si, on dit: «Faut faire de l'isométrie ici», puis ça nous arrache les épaules, bah, c'est pas la bonne isométrie. Là, c'est de l'isométrie destructrice et ensuite, on va remettre du mouvement lent et progressivement aller vers le continuum isométrique que Valentin a décrit dans le guide ultime du tendon, qui est dans l'article guide ultime du tendon, qui est plus détaillé que la vidéo, qui est en lien, qui est le premier lien dans la vidéo sur YouTube, où après, bah, tu fais de l'isométrie, balistique, l'isométrie oscillatoire pour résister aux déformations, vraiment t'apprendre à résister aux déformations, pour ensuite aller vers des mouvements, bah, encore plus explosifs. Mais ça, pareil, ça met dans un contexte. La plupart des gens qui font pas, d'efforts, qui sont plus dans une optique longévité, il y a peut-être pas d'intérêt à aller faire de la pliométrie. Est-ce qu'il y a même de l'intérêt à faire de l'isométrie, oscillatoire avec des poids? C'est pas dit non plus. Les 2 premières étapes pour la plupart des gens, c'est l'isométrie classique, aller vers la course externe, ensuite faire de l'excentrique un peu lent et après normalement les mouvements qu'on fait en musculation où on met un peu plus de vitesse, bah, peuvent faire office justement, de suite du continuum isométrique. Mais ouais, l'isométrie, c'est pas magique, mais ça reste quand même un effort un peu obligatoire pour maintenir la qualité de tes tissus conjonctifs. En tout cas, par rapport à ce que je sais et à l'état des connaissances des personnes que j'ai pu interroger, sur le sujet aussi. En fait, tu es obligé de maintenir et ça se maintient facilement parce que si tu as pas de pathologie, c'est 45 secondes. Donc c'est pas grand-chose, ça peut te prendre 5 minutes en fin de séance. Mais c'est vrai que, à la fin, bah, ça fait des c'est des trucs que personne ne veut faire. C'est comme les étirements ou autres. Personne veut faire, mais ouais, tu es obligé d'en faire un peu, pour maintenir tes tissus. Mais bon, c'est encore un truc de plus à faire, et finalement, on se rend compte que si tu as pas de chance et que tu as plein de douleurs,
bah, en fait, tu as une sensibilité accrue à la douleur, bah, en fait, tu es obligé de faire plein de trucs, en ISO pour tenir les trop grosses contraintes que tu te fais subir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à supporter les contraintes non plus, même avec toute la progressivité du monde. Ouais. Voilà, Pour l'anecdote, tu c'est sais, clair. à un moment donné, donc quand tu t'es remis à reparler d'isométrie, j'avais fait quelques recherches sur Internet et j'étais tombé sur une vidéo YouTube d'une université américaine ou d'un un médecin américain, voilà, spécialiste sur le truc. Et lui il disait que en plus de la marche quotidienne, qui était recommandée pour l'activité cardiovasculaire, il disait qu'en fait, il aurait fallu rajouter justement quelques petits exercices d'isométrie. Donc, il faisait faire Bien sûr, des fentes à vide en isométrie en s'aidant d'une chaise et un demi-squat à vide en s'aidant d'une chaise. Il disait que voilà, après la marche quotidienne, qui était recommandée, il aurait fallu faire quelques petits d'iso au niveau du bien sûr. genou, et de la hanche, voilà, pour être complet. Donc lui, il estimait que voilà, une bonne routine, c'était ça, c'était marcher avec quelques petits exos d'isométrie. Voilà. Bon. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est sûr que en fait, aujourd'hui, bah, moi, je me rends compte avec les années, c'est que c'est vrai que si tu prends pas soin de tes tendons, tout ça, tu as une sorte, de différence de renforcement entre tes muscles, ton système nerveux, donc la force que tu peux exprimer et puis ton renforcement, tendineux, en fait. Parce qu'il y en a chez qui, bah, ça se fait naturellement. En fait, ils ont fait plein de sports quand ils sont gamins, ils ont fait plein de gym. La gym, c'est que de l'isométrie, donc tu arrêtes pas. Donc ils sont déjà méga renforcés, donc eux, ça va. Puis toi, si tu pas trop fait, tu été un peu sédentaire, mais en fait, tu aucun renforcement et donc tu as tout intérêt, à introduire ça. Alors c'est sûr qu'après, bah, c'est pas l'entraînement, que vous voyez dans les DVD de muscu quand on était gamin où les mecs, ils arrivent, ils prennent les poids lourds tout de suite, ils y vont comme des fous. Je pense j'ai un pote tout à l'heure qui a fait une publication là-dessus sur Insta. Justement, on nous montrait tous les petits exos qu'il faisait, qui étaient pas très sexy et que personne n'avait envie de voir. Mais la vérité, finalement, c'est que c'est ça à terme, hein. Et la dernière fois, pareil, je voyais un copain qui s'entraînait. Le mec, sans en avoir discuté avec lui, il faisait plein d'isos, il alternait les efforts, les types d'efforts, tout ça. C'est bah voilà, en fait, on en arrive tous à ce truc-là, au bout d'un moment où on se dit, voilà, si tu veux un renforcement global et une certaine longévité, bah, mieux vaut être trop prudent et enlever peut-être un exo de biceps pour faire ton isométrie. Voilà. Au moins pour maintenir cette compliance, cette élasticité tendineuse. Et si tu la perds, bah, en fait, après, t'es sûr de te niquer, quoi. T'es sûr de te niquer. Alors, pour l'instant, il y a rien qui permet de déterminer, euh, la compliance, l'élasticité de tes tendons. Tu vois, on sait pas trop encore la mesurer. A priori, il y en a qui seraient sur le coup pour avoir des appareils de mesure, tout ça, qui pourraient te dire en avance, si tu vas te niquer rapidement ou pas. Mais bon, en même temps, comme encore une fois, je le vois dans les coachings ou dans les cours que je peux donner, je le sais tout de suite quand ça va bien se passer, ou très mal se passer si tu persévères, sur cet exercice-là, quoi. Ok. Bon. Tu te souviens que j'avais déjà théorisé, mais sans rien y connaître, qu'un des problèmes de la musculation, c'est que le système musculaire et le système articulo-tendineux n'avaient pas les mêmes capacités Ah de bien sûr! récupération, ils récupéraient pas à Eh la beh, même évidemment! vitesse. Et c'est pour ça que, Exactement, au exactement. niveau de la planification de ces entraînements, euh, eh ben, on était parfois obligé de sous-optimiser la partie musculation pour laisser le temps à Bien au sûr! système articulo-tendinaire de récupérer. Parce que tu te souviens, à une époque, on avait dit, oui, le muscle récupère en 48 heures, donc du coup, la fréquence idéale, c'est tu fais lundi, Ouais, jeudi, ouais, machin mais chose, sauf que les épaules, elles récupéraient pas aussi vite, etc. Donc bien sûr. c'est pas moi, je l'avais lu aussi, voilà, conceptualiser un peu les choses sans avoir mis de trucs physiologiques derrière. Et c'était un des problèmes de la muscu, c'était que on peut pas optimiser complètement l'aspect muscle sans penser à l'autre système. Voilà. Si on Ah, essaie de. surtout sur le moyen et long terme, où en fait, sur le court terme, quand tu es jeune, bah, en fait, tu penses pas, tout se fait bien. Puis après, tu vois bien que il y a plus bon, la longévité, c'est quoi? C'est un développement un peu cardiovasculaire, donc tout le cardio. C'est un développement musculaire et de force, voilà. C'est un développement tissu conjonctif, voilà, tendons, tout ça. Et donc, bah, en fait, ces 3 catégories-là, bah, en fait, faut les travailler, sinon, bah, la longévité, n'existe pas, quoi. Elle existe pas. Ok. Alors, sinon, dans les exercices magiques qui font du bien, encore que j'aime pas appeler tout le moindre truc exercice, juste un mouvement, j'ai remarqué que ce mouvement-là, donc à deux bras, donc là, je suis en supination, ça se voit pas, et je me mets comme ça au-dessus de ma tête, voilà. Et ben, quand j'ai fait un petit peu d'ordi, je fais ce machin-là, et je suis très content. Ça te fait du bien. Eh oui, tu vois, parce que t'es en rotation externe, t'as les bras au-dessus de la tête, alors que là, dans ta position où t'es en rotation interne, et puis Bien sûr, t'as bien les sûr. bras comme ça, ballants.
Voilà, c'est la position du Nosferatu sur l'ordi. Je suis Nosferatu. Alors que là, bah, tu fais l'inverse. Voilà, et t'es content. C'est le truc pom-pom girl. Voilà. Allez, allez, allez! Et tu sais que ça se trouve, ce mouvement-là, il y a peut-être des gens qui écoutent qui arrivent pas à le faire. Parce qu'en fait, ils vont pas réussir à lever le bras jusqu'au-dessus de la tête sans se faire mal. Bien sûr et donc ce mouvement que tu montres, c'est un mouvement qui est, souvent recommandé quand on a mal aux épaules pour le supraépineux. Parce qu'en fait, le supraépineux a une composante qui a un faisceau qui est rotateur externe et donc en fait, quand tu lèves le bras comme ça, en fait, tu le raccourcis à fond. Donc en fait, c'est un mouvement de renforcement, du supraépineux, en raccourcissement. Ah, d'accord! Ah bon? Ah ben, peut-être que ça se trouve, mon supraépineux était faible alors. Et que c'est pour ça que j'aime bien faire le mouvement. Qui sait? Bah, bien sûr et puis depuis tu as plus rien parce que mais attends, c'est un muscle qu'on n'entraîne jamais le supraépineux. En fait, tu l'entraînes, c'est un assis tu le prends comme un assistant quand tu fais les épaules, mais en fait, ça s'entraîne comme le reste et comme d'habitude, tous ces petits muscles, un peu oubliés qu'on fait juste qu'échauffer, en fait, si tu les renforces pas à un moment, bah, en fait, ils sont plus assez forts comparativement aux gros muscles, quoi. Ah, bah, par contre, alors attends, tu me fais une contradiction, mais il faut dire que je finis par me mélanger sur les muscles de la coiffe. On n'avait pas dit que Vas-y. justement, quand on faisait beaucoup d'élévation latérale, on travaillait trop justement le supraépineux et que ça faisait un déséquilibre avec l'infra et que du coup, fallait pas trop abuser des élévations latérales? C'est pas ça qu'on disait par un temps? Non, ce qu'on disait, c'est que quand tu fais l'élévation latérale, en fait, tu travailles toujours ton supraépineux, on va dire, je sais pas, en course moyenne, tu vois? En fait, tu es là, tu vas pas vraiment l'étirer quand tu as le bras au corps et là, tu le raccourcis pas vraiment. Tu le raccourcis un tout petit peu, tu vois? Et bah, en fait, on l'utilise toujours dans sa position un peu de force, tu vois? C'est comme, Mhm, la relation tension-longueur et en fait, comme tu renforces pas en étirement, donc pour l'étirer, c'est soit tu fais comme ça, soit tu fais, comme ça mhm. et comme tu le fais jamais en raccourcissement ici, bah, en fait, il devient faible. En fait, il devient faible et dès que tu étires ou que tu lèves trop le bras, bah, en fait, il est pas renforcé pour ces positions-là, quoi. Ah, Donc d'accord. et ouais, en fait, si on regarde bien l'anatomie là que j'ai refait il y a pas longtemps, parce que mon bouquin est pas là. Normalement, il est à côté de moi et bah, ouais, en fait, tu le renforces pas. En fait, tu le rends plus faible. Tu le rends sans arrêt plus faible parce que tu travailles toujours dans sa position de force et tu vas Mhm. jamais chercher les amplitudes où il est faible et donc bon, bah, voilà la galère, quoi. Ah, d'accord. À la fin, Ah, mais le développé Arnold, est-ce que tu te souviens du développé Arnold de Rudy? Tu fais comme bien ça, sûr, hop, tu remontes en l'air, et après tu fais comme ça, et ben finalement, ça faisait un peu le bah, supraépineux ouais, dans tous les sens. Donc, exactement, il avait raison, exactement pour le Arnold. bah, pour les épaules, c'est pour prendre des deltoïdes, c'était pas fou, mais pour le supra, c'est pas mal, Voilà. Mais bon, effectivement. par contre, si tu le fais avec des charges, au contraire, tu risques de niquer. Donc, faut pas le faire lourd. Ouais. Pour l'anecdote, on va voir si tu te souviens de tes classiques. Est-ce que c'est vraiment Arnold qui avait inventé ce mouvement et est-ce que c'est vraiment le mouvement originel? Tu te souviens? Ah, je me souviens plus du tout, mais pour moi, Larry Scott le faisait avant, Voilà, c'est ça. dans mes En fait, souvenirs. c'est ça. En fait, c'est Larry Scott qui avait fait un mouvement hybride entre les élévations latérales et le développé. Et d'ailleurs, qui ressemblait pas tout à fait à ça. Et en fait, après, on a attribué à Arnold le mouvement parce qu'on l'a vu le faire dans une vidéo ou une photo, mais ça se trouve, il a peut-être jamais fait de sa vie. Comme souvent avec Arnold, comme la pub où tu le vois faire ses curl biceps avec le curl blaster, alors qu'en fait, il s'en est probablement jamais servi. Mais bref. Ok, donc, et alors, pour l'anecdote, Rudy, tu sais que quand je m'étais mis un tout petit peu en Qigong, là, au Qigong en autodidacte, eh ben, il y avait un mouvement comme ça, voilà, où tu mettais le bras au-dessus de ta tête et tu faisais ça plusieurs fois de suite en respirant profondément. Et moralité, ben, ça te travaillait, Bien ça te sûr, le supra. sollicitait le supraépineux dans sa course externe, si j'ai tout bien compris. Course interne, Voilà, ça le course raccourcit. interne, voilà, dans la course interne. Ah, voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais en fait, c'est plein de choses qu'on se rend compte avec les années, que j'avais déjà vu en cours d'anat, ou en cours avec, Marc Bouillot à l'époque, mais qu'en fait, comme c'est un peu secondaire et que tu pas envie de les faire, tu penses plus, tu les oublies et puis en fait, tu fais que le truc, sexy. Alors qu'en fait, c'est tous les trucs qui sont pas sexy qui vont faire ta longévité, quoi. C'est, faire ton cardio basse intensité, c'est, faire tes petits exercices, de renforcement du supra, de l'infra, de tes rotateurs de hanche dont tu avais parlé, de tes orteils dont que tu avais montré la dernière fois. Donc ouais, c'est tout un ensemble de choses pas sexy qui sont plus importantes pour la longévité que les trucs qui se voient. Mais bon, la société d'apparence a raison de nous, Ouais, bah, il y a aussi le truc où on avait un peu peut-être ce mythe des exos polyarticulaires qui du coup faisaient tout.
Mais en réalité, bah, ça fait pas non plus tout, quoi, les exos polyarticulaires. Après, voilà. Mais Ah non, peut-être non. que, par exemple, Ah pour non, les épaules, peut-être que finalement, voilà, le développé nuque, c'était pas si mal, tu vois, ça, on ne ah sait non, plus. mais On ne sait ça, plus. non, mais ça c'est bien. C'est bien. Si t'as la rotation externe d'épaule déjà, c'est le prérequis. On m'a perdu. Voilà, t'avais fait un truc, mais si t'as la rotation externe d'épaule et qu'après tu le fais, moi j'en fais souvent en échauffement, donc ma barre à bide à 20 kilos, et franchement après tu te sens vraiment bien. T'as les épaules libérées, tu sens que ça t'étire, c'est vraiment un bon exo. Mais toujours pareil, est-ce que t'as les capacités pour? Est-ce que t'as la qualité conjonctive pour? Est-ce que t'as la compliance nécessaire dans le tendon, la raideur, tout ça? Est-ce que t'as tout ça? Et la plupart du temps, en fait, bah non, tu l'as pas, donc ça te nique, voilà. Tu l'as pas, donc et donc, faut se renforcer. Et en fait, tu ne fais que te renforcer et t'en as marre du renforcement. Oui, oui, en fait, ça devient de la préhab continue. Ok, allez, un dernier follow-up, puisque on en est toujours aux épaules. Est-ce que maintenant tu referais du rowing menton, soit avec une charge légère, soit avec une charge plus lourde? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça renforce au niveau de la coiffe des rotateurs, tout ça? Révision. Donc le rowing menton, Non, le mais mouvement herculéen, je rappelle. Donc ça c'est la version prise serrée. On peut aussi faire la version prise large, voilà, qui est censée cibler un peu plus du coup le deltoïde externe, alors qu'en fait cette version-là, elle donne des trapèzes assez beaux, parce que chez moi, ça me faisait cette partie-là des trapèzes. Donc ça faisait très joli, ça faisait un peu comme Broly, pour ceux qui ont la référence, ou comme Sangoku, ou comme Vegeta. comme Krillin, je crois, toi, plutôt. Ouais, comme Krillin. Tiens, Krillin. Krillin, ouais. Euh, et donc voilà, du coup il y a les deux variantes, comme ça et comme ça. Et il y en a même qui emmenaient le truc jusqu'en haut. Alors je rappelle toutes les polémiques. Donc il y en a qui disaient, faut surtout pas faire ce mouvement, l'épaule est pas fait pour, tu vas te pincer quelque chose, tu vas te niquer, faut pas le faire. Il y en avait qui disaient, tu peux le faire mais jusqu'au manteau. Il y en avait qui disaient, tu peux le faire mais jusque là. Les haltérophiles, de toute façon, ils le font de fait quand ils font leur mouvement d'arraché, mais du coup c'est en prise large qu'ils le font. Et donc, quel est ton nouveau sentiment maintenant, Rudy, là-dessus? Est-ce qu'on va se renforcer les tendons si on le fait en super slow? Si je le fais en super slow, ça se trouve, je vais me renforcer les tendons de la coiffe. Bah, en fait, mon raisonnement est toujours le même aujourd'hui, hein. C'est que, est-ce que tu as le renforcement et les capacités? Est-ce que déjà, tu as de la rotation externe? Est-ce que tu es capable de faire ça, tu vois? Déjà, la plupart des Oui, gens, mais là, ils vont attention, dire, ouh parce que là là, tu là, montes ton bras plus haut que l'exercice. ouais. Bah, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, en fait, c'est juste qu'il faut que mon supra-épineux soit habitué à être renforcé. Si je monte ici, c'est une élévation latérale. Si je monte un peu plus haut, bah, tu vois, on en revient à ton mouvement comme ça. Est-ce que mon supraépineux est habitué à se contracter dans cette position-là? Est-ce qu'il peut supporter de la contrainte? Est-ce qu'il a la qualité conjonctive de base? Si tu l'as jamais fait et que demain tu mets tout de suite 40 kilos, bah oui, si tu as 20 ans, il y a peut-être pas de souci. Mais aujourd'hui, si je dois en faire, tu vois, tu m'as donné envie d'en faire tout à l'heure. Je vais t'en faire. Tiens. Mais Bah, léger, léger. mais faut en faire léger, en fait. C'est ça, le problème, c'est toujours le même, c'est qu'on n'est pas assez progressif dans, dans ce qu'on fait. Et surtout qu'on a cet ego de toujours vouloir progresser, d'en faire plus. Je pense que si tu en fais demain à 10 ou 15 kilos, tu risques rien. Maintenant, si tu veux des grosses épaules, des gros trapèzes avec, bah 10-15 kilos, ce sera pas assez. Donc, il faudra que tu mettes peut-être 45, 50, 55 au bout d'un moment. Bah là, est-ce que tu as le supraépineux qui est assez solide pour ça? Si ça l'est pas, il va falloir que tu le renforces bah, justement en isométrie ici. Si on parle que du faisceau abducteur. Donc, bref, il y a plein de petits trucs à faire et tu te dis, oulala. Donc, j'ai pas une réponse universelle. Mais ce que je sais, c'est que souvent, et tu vois, on parlait de training thérapie tout à l'heure, c'est que tu as mal parce que finalement, t'es pas assez fort. En gros, tu pas assez fort, donc faut te renforcer plus pour espérer pouvoir subir la contrainte et l'encaisser. C'est toujours ça le problème. Et comme on est de plus en plus faible, bah, finalement, ça me rappelle, j'ai un pote, je ne sais pas, qui a fait beaucoup de power pendant un temps. Et quand je l'ai au téléphone une fois par an, il me dit, «Je peux faire de moins en moins d'exercices». Je dis: «Ah bon et tout?» Il me dit: «Bah ouais», il me dit: «Parce qu'en fait avant je faisais tellement d'exos pour, pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui comme j'ai plus le temps, je m'entraîne 2 fois 45 minutes». Il dit: «Mon choix d'exercice est restreint, sinon je me fais mal». Ben je dis: «Ouais», je dis: «En fait, on est tellement pas renforcé de base sur certaines zones que, en fait ça demande, un travail fou». Alors après il y en a qui ont de la «chance» entre guillemets, j'en ai des fois là qui se mettent à la course à pied et puis d'un coup ils courent comme des fous, ils ont rien du tout et puis tu en as d'autres comme, June par exemple quand elle s'est mis à la course à pied, bah, directement périostite alors qu'elle avait commencé très, très, très doucement et tu te dis: «Merde, la vie est injuste» mais bon, malheureusement, on peut faire que ce qu'avec la nature nous a donné et essayer de faire au mieux, puis de faire des compromis. Comme ton issue la dernière fois on discutait,
Est-ce que ça a du sens de passer du temps dessus ou finalement t'évites la position et puis tu dis: «Allez, ça va». Bah, voilà, ça va. Il y a tellement de trucs à renforcer de toute façon que c'est sans fin et que bon, tu vas pas faire une journée, tous les jours, une journée de préhab pour être Oui, OK, non, mais quoi. c'était même pas ça, mais c'est que la dernière fois, en fait, ce que j'expliquais, on retombe un peu dans le kiné qu'a fait faire du squat gobelet à Guillaume. En fait, Ah oui, à un bien moment sûr. donné, enfin, tu fais des exercices pour la longévité, mais tu te niques en faisant les exercices pour la Ah ouais, non, longévité. ça va Ça n'a pas. pas de sens, en Non, ça fait. va pas. Tu vois, il y a pas de Ah, ça a pas de sens. sens. Tu fais pas les exercices pour Complètement. l'exercice non plus. Voilà. Donc, euh, donc du coup, oui, bah, je l'ai pas refait d'ailleurs depuis la dernière fois, mais il n'en demeure pas moins que là j'ai le dos contre le mur, puis j'ai les deux jambes tendues par terre, tu vois, comme si j'étais en position, allez, un peu soulevé de terre romain, on va dire en termes d'étirement, et j'ai pas mal derrière le genou, donc ça suffit quoi. Donc Bah, voilà. bien sûr, c'est toujours pareil, est-ce qu'on a la capacité pour faire ce qu'on a envie de faire? Et des fois, on se lance des défis. C'est toujours un peu le débat, des fois qu'on est à la salle avec d'autres gars. C'est se dire, OK, tu as envie de faire ça, mais tu vois bien que ça te génère plein de problèmes. Est-ce que tu es prêt à passer tout ce temps-là pour essayer de résoudre les problèmes sans certitude ou finalement, tu fais pas cette activité-là et puis bon, bah, tout va bien. Tout va bien, finalement. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tu as envie de tout faire, tu as envie d'être, un athlète fonctionnel, un athlète hybride, tu as envie de tout faire et en fait, bah, tu peux pas tout faire. Tu On peux peut pas tout pas faire. tout faire. Voilà. Ok, Rudy. Et bah, alors, on arrive à la fin de cet épisode des Super Physique Podcast. Je rappelle encore une fois que ce podcast est sponsorisé par nous-mêmes, à savoir superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires, ainsi que l'application SP Training qui vous fait un programme personnalisé qui vous dit quoi faire à chaque séance avec notre fameuse méthodologie des cycles de progression sur l'App Store et le Play Store. En tous les cas, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur YouTube dans la partie commentaires ou sur SoundCloud, à nous envoyer des messages et à participer au forum desquels on va se servir pour répondre à des questions avec June, Clément ou en autonomie, en solo, tout seul, pour vous apporter de vraies réponses et essayer de faire mieux ensemble que seul, notre credo depuis toujours. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut.